Ça a commencé un jour en voiture. Non, en vélo. C'est ça, j'étais à vélo. Je ne me suis pas retrouvé dans la bonne rue. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas pris la bonne direction. Je m'étais trompé. Et une autre fois en voiture, je suis monté sur le trottoir. Ce n'était pas normal. Pour en avoir le cœur net, son neurologue a soumis Günther Parol au test de l'horloge, le test standard pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Monsieur Parol, s'il vous plaît. Vous voyez ce cercle vide? Vous allez le remplir. Vous allez faire une horloge avec ce cercle. Il faut que je dessine quelque chose dans ce cercle. Commencez par le 12, c'est plus facile. Où est le 12? Vous savez certainement où le placer. En haut? Voilà, et maintenant les autres chiffres. 6, 7, 8, 9. Maintenant, on va indiquer une heure précise. 11h10. 11h10. Comment ça peut être? Non, c'est pas ça. Non? Non, c'est pas ça. Ça doit être un peu plus loin. Une horloge à deux aiguilles, une grande et une petite. Elle marque 11h10. Mais comment? Là-dedans? Oui. 11, ça devrait... Non, ça c'est le 11. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Bien. Mettons cela de côté. Les choses sont en train de s'aggraver. Il perd le sens de l'orientation. Quand on est revenu de vacances, les premiers jours, il était complètement perdu dans l'appartement. Il était dans l'entrée et disait « Où est-ce que je dois aller? Comment je fais pour aller dans la chambre ou la salle de bain ?» Günther Parol a toujours consommé les médicaments avec modération, sauf ses pilules contre les brûlures d'estomac. Nous nous connaissons depuis 28 ans et mon mari a toujours pris ses médicaments. Peut-être même avant notre rencontre. Oui, je ne me souviens même pas depuis quand je les prends. En tout cas, ça fait au moins 28 ans. Je vais y avoir ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? La prise prolongée de forte dose, écoute ça, peut provoquer des dépôts d'éléments d'aluminium dans les tissus nerveux et osseux. Ces dépôts peuvent entraîner des lésions cérébrales. Regarde, il y a même écrit démence entre parenthèses. Et de l'anémie. C'est honteux. C'est pourquoi il faut contrôler régulièrement le taux d'aluminium dans le sang en cas d'insuffisance rénale et de prise prolongée. Mais qui contrôle ton taux d'aluminium? Nous, on ne l'a pas fait en tout cas. Non. Selon le porte-parole de l'Agence européenne des médicaments, il n'est pas urgent d'agir. Il est écrit tout en haut de la notice d'utilisation de ces préparations qu'elles ne doivent pas être utilisées de façon prolongée sans avis médical. On peut donc considérer qu'il est quasiment impossible d'absorber ce médicament sur une longue période sans consulter son médecin. Il ne faut pas oublier que le pharmacien qui délivre cette préparation a aussi un devoir d'information et doit signaler ses avertissements. Personne ne nous a jamais signalé cela, même dans la meilleure des pharmacies. Jamais, c'est vrai. Nous n'avons jamais été avertis de ces risques. Ich denke mal, wir pflanzen die fleißige Lucy mal hier ein. Magst du was rütteln schon mal? In dem Bereich, ne? Ja. Nee, musst du die andere Seite nehmen, genau. Genau, aber tiefer. Il y a quelques jours, un article est paru dans le journal. Apparemment, il parle de développer bientôt un nouveau médicament. Oh, c'est sans doute trop tard pour moi. Peut-être que je partirai avant. Mais ce serait quand même bien si je pouvais rester encore un peu. Ouais.
L'aluminium est le seul élément disponible en abondance sur Terre qui ne soit pas utile à l'organisme et dont aucune fonction biologique n'a besoin. Du point de vue de l'évolution, c'est très inhabituel car la nature cherche généralement à tirer parti de tout ce qui existe. Nous ne sommes pas parvenus à identifier ne serait-ce qu'un seul effet bénéfique de l'aluminium sur un système biologique. Il est évident qu'il est d'un énorme intérêt pour l'humanité dans la science des matériaux et dans beaucoup de domaines, puisque nous vivons à l'ère de l'aluminium. Mais apparemment, il ne présente d'intérêt pour aucun système biochimique donné. Et nous ne parlons pas seulement de l'être humain. Depuis la plus petite bactérie jusqu'à l'homme, il n'y a pas un seul exemple d'un organisme qui utiliserait l'aluminium pour en tirer un bénéfice. Un village de pêcheurs près de Barcarena, dans l'estuaire du fleuve Amazon. L'état du Pará est largement couvert de forêts tropicales et traversé par de grands fleuves, comme le Rio Pará, qui coule parallèlement à l'Amazone vers l'Atlantique. La population locale tire traditionnellement de la pêche une bonne partie de sa nourriture. Seulement voilà, il y a 20 ans, une raffinerie d'aluminium s'est installée tout près de là. Depuis, tout est différent. Le vent disperse la poussière d'aluminium sur des kilomètres à la ronde. L'eau a changé ici. Elle est très différente maintenant. Elle est très trouble, visqueuse. Les poissons se sont éloignés d'ici. C'est pareil sur toute la berge. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup de poissons. On rentrait avec la barque pleine à ras-bord. On vendait dans les terres, le marchand ambulant nous achetait notre pêche. Maintenant, non, il n'y a plus assez. Voici mon entreprise. C'est la plus grande usine d'aluminium au monde. Nous avons la capacité de produire plus de 6 millions de tonnes par an. 6 millions de tonnes. Oui, 6 millions par an. Depuis 2011, Norsk Hydro possède 91% de la raffinerie d'aluminium de Barcarena. La bauxite arrive de Trombétage par bateau dans le port. Au port, la bauxite est finement broyée. Pour isoler l'aluminium du fer et des autres composants, il faut de grosses quantités de soude caustique. Les ouvriers ont peur de cette solution alcaline, la plus corrosive que l'on connaisse. La soude dissout l'alumine contenu dans le minerai et on obtient ainsi une liqueur séparée des impuretés non solubles. L'hydroxyde d'aluminium se dépose lentement au fond d'immenses silos. On récupère le plus possible de soude caustique afin de la réinjecter dans le processus. Plus de la moitié de la bauxite n'est pas utilisable. Elle est rejetée sous forme de boue ocre. On y trouve la moitié des éléments